Bonjour, chronique littérature aujourd'hui et japonaise, enfin c'est une forme un petit peu spéciale, avec le recueil de contes, plus ou moins, La princesse qui aimait les chenilles. Donc sous le titre La princesse qui aimait les chenilles, René de Sekati et Ryoji Nakamura, à qui l'on devait notamment l'excellente anthologie 1000 ans de littérature japonaise, ont constitué un petit volume de contes japonais des plus goûtus. L'ouvrage dans sa forme initiale a 30 ans. Il était originellement paru en 1987 dans la collection Faits et Gestes chez Hatier, agrémentée d'illustrations signées Claude Lechu qui n'ont hélas pas subsisté dans cette réédition toute récente chez Piquet Poche. On s'en accommodera tant bien que mal, car demeure un très charmant petit livre, à même de séduire un large public, d'amoureux des contes ou du Japon ou a fortiori des deux. Un livre par ailleurs éminemment accessible, qui se passe de notes scientifiques et autres commentaires érudits, sans que cela lui soit nuisible, bien au contraire, mais qui n'a pour autant rien d'infantilisant. Aussi peut-il constituer une porte d'entrée idéale vers tel ou tel domaine qu'il peut incarner, sans jamais rabaisser le lecteur, mais en faisant appel à sa curiosité. Ces contes sont tous empruntés au folklore japonais et puisés dans des ouvrages classiques ou académiques qui, pour la plupart, n'ont pas eu l'heure d'être traduits en français. Ainsi le Nihon Minzojuku Jiten, dictionnaire du folklore japonais, le Nihon Mukashi Banashi Jiten, dictionnaire des légendes anciennes japonaises, le recueil Nihon no Densetsu, légende du Japon, de Miyoko Matsutani, le Tsutsumi Chunagon Monogatari, conte du conseiller Tsutsumi, et accessoirement le Didaike. Les anthologistes ont également pu puiser dans les ouvrages de Lafcadio Hearn, Kwaidan et Esquisses japonaises. On peut, j'imagine, envisager d'autres sources encore. Un des récits, notamment, est évocateur de Ryunosuke Akutagawa. Mais ces références diverses sont lapidairement énumérées dans une brève note en fin de volume. Les 6 contes ne renvoient pas spécifiquement à telle ou telle source. Mais il y a là un petit problème. J'ai dit les anthologistes, j'ai dit 6 contes. Ce sont des expressions en fait des plus contestables. René de Sekati et Ryoji Nakamura, ici, à la différence de ce qui s'était produit pour 1000 ans de littérature japonaise, ne sont à proprement parler ni des anthologistes, ni même des traducteurs. Les contes figurant dans La princesse qui aimait les chenilles sont réarrangés, adaptés, librement, disent-ils, l'assumant parfaitement, réécrits par les deux auteurs, qui méritent bien ce qualificatif. Ils le font d'ailleurs dans une langue assez belle, très appropriée à l'essence même de ces contes, avec quelque chose de léger et de frais à même d'enchanter tout lecteur. Par ailleurs, si la table des matières singularise 6 textes, le fait est qu'il y a bien plus de 6 contes dans ce petit recueil. La plupart, sinon tous, de ces textes renvoient en fait à plusieurs contes, assemblés avec habileté pour produire un ensemble cohérent, même si, au cœur même de ces textes, le passage d'un conte à l'autre est le plus souvent flagrant. Pas un problème, cela fait partie de la relation de complicité entre les lecteurs et leurs lecteurs ou auditeurs. Et d'autres fois, les enchaînements, les retours, les rappels peuvent surprendre. Mais la cohérence essentielle demeure, aussi ces procédés relèvent-ils eux aussi d'une forme de complicité. C'est tant mieux. Et c'est aussi la raison pour laquelle il ne faut pas, en fait, s'attarder sur le sommaire, ou pas tant que ça. Car les titres génériques de ces 6 ensembles ne dévoilent parfois qu'une partie infime de leur contenu. À feuilleter l'ouvrage, à me focaliser d'abord sur ces titres, j'ai en effet vaguement craint une certaine redite, car plusieurs de ces titres ne m'étaient pas inconnus. Hoichi sans oreille, j'avais lu ça dans Kwaidan, et l'avais également vu dans son extraordinaire adaptation cinématographique par Masaki Kobayashi. Même chose un peu plus loin pour La femme des neiges. Les kappas, dans Rashomon et autres contes de Ryunosuke Akutagawa, bien sûr. Quant à La princesse qui aimait les chenilles, eh bien j'avais déjà lu ça dans 1000 ans de littérature japonaise, anthologie due au même René de Sekati et Ryoji Nakamura. Il ne me resterait donc d'inédit que Le village des vieillards sans enfants, le plus long de ces 6 textes certes, et Le spectre sans visage, le plus court cette fois. Erreur. Certes, Hoichi sans oreille demeure, pour autant que je m'en souvienne, relativement proche du récit de Kwaidan, même si j'ai l'impression que les auteurs se montrent peut-être un peu plus amples sur le contexte historique et culturel du conte, en l'espèce la défaite du clan Taira à la bataille de Dan-no-ura dans le Didaike. De même sans doute pour La princesse qui aimait les chenilles. À ceci près que la manière de raconter me paraît cette fois très clairement différente. Et ça se tient. On ne lit pas 1000 ans de littérature japonaise de la même manière et pour les mêmes raisons que le présent recueil de contes. Les histoires sont donc peut-être connues, mais l'art narratif est inédit. Mais ce sont là des cas particuliers, et les autres récits sont bien différents de ceux auxquels je croyais pouvoir les rapporter. Les kappas,
Titre et thème mis à part, n'ont finalement pas grand-chose à voir, pour autant que je m'en souvienne en tout cas, avec la fameuse nouvelle d'Akutagawa, qui use d'un dispositif narratif tout autre. Quant à la Femme des Neiges, ici elle désigne un récit bien plus long et complexe que chez Lafcadio-Hearn, comme une sorte d'anthologie de mariage maudit. On ne peut plus loin en fait de la sécheresse anecdotique d'un certain nombre de contes rapportés dans Kwaidan. Ce recueil a donc été en maintes occasions une véritable redécouverte. Loin d'être une simple compilation, La princesse qui aimait les chenilles a quelque chose d'une œuvre dérivée. Elle a ses sources, indéniablement, mais aussi sa singularité essentielle, passant par l'adaptation, la réunion et la réécriture, pour un résultat que j'ai trouvé très convaincant. Je vais maintenant tâcher de dire quelques mots un peu plus en détail de ces 6 contes, qui sont donc en fait des assemblages de contes. Hoichi sans oreille, qui, sauf erreur, ouvre le fameux recueil de Lafcadio-Hearn Kwaidan, en est aussi un des moments les plus forts, sans même parler de l'adaptation cinématographique extraordinaire qu'en a tiré Masaki Kobayashi. Le présent conte, à l'instar de La Femme des Neiges un peu plus loin, fait partie des sketchs retenus dans ce film composite. Mais dans le cas présent, la réécriture demeure globalement sage, entendre par là qu'elle s'en tient à une unique trame, qu'elle dévide de bout en bout. Je ne vais pas revenir sur l'histoire à proprement parler, aussi belle qu'inquiétante. Notons cependant qu'il s'agit d'un récit assez clairement horrifique, avec des fantômes et un peu de sang. Le recueil à ce propos envisage les contes d'une manière assez large. Globalement, la dimension fantastique horrifique est la plus marquée ici, quitte à emprunter les tortueuses voies de l'humour. Mais d'autres contes tirent davantage du côté du merveilleux, même un merveilleux triste le cas échéant. À vrai dire, le surnaturel n'est même pas forcément toujours de mise, si c'est le cas le plus fréquent. Maintenant, mais c'est sans doute un effet de mes lectures récentes, cette révision d'une vieille légende m'a peut-être d'autant plus saisi que j'appréhendais mieux le contexte culturel qui la fonde. La lecture, bien sûr, du Didaike ne pouvait que changer mon regard sur cette histoire. Et je n'ai pas manqué aussi de repenser à un passage particulièrement édifiant de l'essai de Maurice Pinguet, La mort volontaire au Japon. À maints égards, même sage par rapport à ce qui va suivre, cette relecture m'a donc été tout à fait profitable. Avec les kappa, on change radicalement de registre. Les fantômes cèdent la place à ces étranges bestioles du folklore japonais, caractérisées notamment par leur creux sur la tête où se trouve un liquide dont dépend leur force vitale. Ces créatures par ailleurs sont aussi fantasques dans leur comportement, très variables. Aussi les récits portant sur elles peuvent-ils osciller entre une sorte de merveilleux loufoque et, comme dans le cas présent, la fable teintée d'horreur, mais bien plus fondamentalement humoristique. La nouvelle du même titre signée Ryunosuke Akutagawa, en français elle clôt le splendide recueil Rashomon et autres contes, a mis en avant ces thématiques, et d'autres encore sans doute. J'ai le souvenir d'un texte plutôt léger, mais c'était il y a longtemps de cela, et sauf erreur, il s'agit d'une des dernières nouvelles de l'auteur, achevée somme toute peu de temps avant son suicide. Je suppose dès lors que son traitement de la folie chez son personnage humain peut avoir d'autres connotations. Par ailleurs, Akutagawa présente l'idée d'une véritable civilisation des kappa dans son texte, c'est peut-être moins sensible ici. Mais passé l'introduction destinée à nous décrire ces étranges créatures sans véritable équivalent en Europe, ou alors il faudrait adopter une conception très large des fées ou du petit peuple, le récit bifurque radicalement en adoptant donc une posture censément horrifique, mais avant tout humoristique. Car nos kappa ici ne sont pas forcément très sympathiques. Le folklore les concernant ne manque pas de récits colportant leurs mauvaises blagues, parfois guère nuisibles, voler de la nourriture ou lâcher des paix, mais qui peuvent aller jusqu'à l'enlèvement d'enfants ou le viol de femmes. Or, nous avons ici 5 vilains kappa qui se mettent au défi d'embobiner des humains des environs, et cruellement encore. Le meurtre est à l'ordre du jour. Mais heureusement pour nos semblables, il n'est pas si difficile de leurrer les kappa, pas toujours bien futés. Comme en témoigne la célèbre anecdote du salut à la japonaise. On incline la tête devant le kappa et celui-ci, poli, fait de même en retour. Mais le liquide dans son crâne déborde alors de son creux pour se répandre par terre, rendant la bestiole inoffensive. Et les rusés paysans des environs connaissent bien d'autres astuces pour se prémunir des mauvaises blagues des kappa. L'enchaînement de ces 5 tableaux produit un ensemble convaincant, piochant sans doute dans plusieurs sources, mais avec une belle cohérence dans le résultat. Délicieux. Comme la nouvelle d'Akutagawa peut-être, mais d'une manière tout autre. Nulle redondance dès lors entre les deux lectures, mais plutôt une appréciable complémentarité. Avec La Femme des Neiges, nous retournons au Kwaidan de Lafcadio-Hearn, et car là encore ce récit a débouché sur un sketch, tout autant au Kwaidan de Masaki Kobayashi.
ou du moins nous y retournons en apparence. En fait, seuls quelques brefs passages du début et, plus fondamentalement, les dernières pages du récit correspondent vraiment au conte rapporté par l'Afkadioern. De manière très bien vue, René de Sekati et Ryoji Nakamura ont concocté sur cette base comme une anthologie de mariages maudits, où le surnaturel a toujours sa part. En font les frais deux pauvres bûcherons, qui décidément n'ont vraiment pas de chance en amour. Les Kappa, juste avant, empruntaient probablement à plusieurs sources, mais cette dimension est nettement plus marquée dans ce récit plus long et complexe, car il ne s'agit pas que de faire se succéder les contes, ils sont plutôt sempiternellement mêlés, intriqués, dans une architecture étonnante mais pertinente. Aussi le récit est-il joliment construit, et l'acharnement du sort sur les deux pauvres bûcherons en vient à détourner le ressenti produit par la seule anecdote de la femme des neiges, au sens le plus restreint. Mais qu'on ne s'y trompe pas, cette dimension qui aurait pu déboucher sur du grotesque, ici, produit plutôt l'effet d'une amère mélancolie. C'est bien vu et très beau. Le village des vieillards sans enfants est le plus long récit ici compilé. C'est aussi le plus complexe et varié, au point en fait où l'assemblage est peut-être moins cohérent et donc réussi que dans La Femme des Neiges. C'est à discuter, mais le récit demeure tout à fait savoureux. Le village du titre constitue pour l'essentiel un décor, un arrière-plan, et bien sûr un motif d'introduction. Ces vieillards comme de juste se languissent de ne pas avoir d'enfants, curieuse malédiction pesant sur leur hameau et dont nous ne connaîtrons jamais véritablement les raisons, à supposer qu'il y en ait. Sur cette base, le texte nous décline en fait toute une théorie d'enfants à la naissance improbable et proprement surnaturelle. Plusieurs récits découlent donc de cette situation de base qui, comme dans La Femme des Neiges juste avant, s'entremêlent plutôt qu'ils ne se suivent, au moyen en tout cas de rappels bienvenus de temps à autre qui permettent de tisser un complexe récit d'ensemble. On trouve bien des enfants différents sur la base de ce village qui ne connaît en principe pas d'enfants. Mais au fil d'une narration étendue sur plusieurs années, qui permet donc de conserver ce caractère d'ultime étrangeté au hameau. Ici, un enfant est trouvé vivant dans la tombe de sa mère, décédée avant que d'accoucher, mais elle a quitté un temps le monde des morts pour acheter à son petit du sucre d'orge auprès du vieux confiseur du village, dont on suppose que le commerce ne doit guère être florissant. Là, un enfant naît d'une coquille. Là encore, un homoncule s'éveille d'un noyau de pêche. Et là, plus loin, nous avons la femme des neiges qui ressurgit, avec un enfant participant de son naissance. Tandis que, là-bas, ce sont des fantômes qui, la nuit, rendent difficile le sommeil d'un marchand. Sur cette base se construisent des récits finalement bien différents. Tel enfant sera propice à des développements passablement tristes, tel autre sera un véhicule d'une forme d'humour tordu. Mais mon préféré dans tout ça, c'est clairement le petit Momotaro, né donc d'un noyau de pêche. C'est un tout petit bonhomme, bien sûr, à peine un mulot. Par ailleurs, quand il sort de son noyau, il sait déjà parfaitement parler japonais, et les jérémiades de la vieille qu'il a découvert le chagrinent, voire l'agacent. Même s'il est petit, il n'en est pas moins un homme. Il en fera la démonstration en se lançant dans une quête. Lui, si minuscule, saura affronter le cruel et gigantesque Oni qui terrorise le village, et qui a enlevé il y a si longtemps de cela une petite fille, une princesse, dont on est depuis sans nouvelles. Le courageux petit bonhomme se trouve des alliés en chemin, des animaux pleins de ressources, qui, chose amusante, l'interpellent tous en japonais, en disant exactement de la même phrase, qui pour le coup figure donc à chaque fois d'abord en japonais, ensuite en français. Procédé déconcertant, mais assurément musical. Momotaro-san, okoshi ni tsuketa kibidango itotsu watashi ni kudasai na. Monsieur fils de pêche, donne-moi une des brochettes qui pendent sur ta hanche. J'aime beaucoup cette histoire dans l'histoire, où le merveilleux enfantin et animalier se teinte de quêtes, évocatrices de Tom Pouce, mentionné d'ailleurs, ou de haricots géants. C'est très drôle et très charmant, pourquoi pas. Si d'autres enfants suscitent bien plutôt la compassion, voire les pleurs, Momotaro émerveille et fait sourire. Merci à lui. Tout autre chose encore une fois avec le spectre sans visage. Récit qui se singularise très vite à deux titres. D'une part, il est bien plus court que tous les autres récits du recueil, adoptant plus frontalement une dimension anecdotique que l'on pouvait ressentir par exemple dans le Kwaidan de l'Afkadioern, mais dont ici, Oishi sans oreille et la femme des neiges s'éloignaient en développant le contexte de l'histoire. D'autre part, et surtout si ça se trouve, si le conte a des bases fort anciennes, il délaisse cependant le Japon ancien pour adopter un cadre contemporain ou qui s'en rapproche pas mal. Ça a son impact sur l'ambiance du conte, bien sûr. En fait, ce texte, empreint d'une certaine critique sociale par ailleurs,
aurait très bien pu fournir une scène emblématique d'un film de la vague J-horror qui n'atteindrait toutefois l'Europe qu'à la fin des années 90 et donc bien après la constitution de ce petit recueil. Mais oui, nous avons ici une sorte de Sadako, disons, très convaincante par ailleurs. La nouvelle, pour le coup le qualificatif de conte sonne un peu bizarrement, est d'ailleurs passablement cinématographique. Et quand la nuance de critique sociale s'associe au grotesque sur un mode à la lisière de l'humour, l'impression d'être confronté à un texte d'horreur moderne, louchant sur le 7e art, n'en est que plus saisissante. Même si pour le coup le procédé employé renvoie peut-être, quitte à jouer de ses références cinématographiques ultérieures, à quelque chose de bien différent. Une scène marquante de l'excellent Pompoko d'Isao Takahata. Manière de boucler la boucle, le merveilleux et l'horrible se mêlent dans le Japon contemporain comme dans l'ancien. Reste un ultime texte qui tient à cœur aux auteurs sans doute puisqu'ils en avaient déjà livré une version assez différente dans mon souvenir, sur le plan narratif du moins, dans l'anthologie 1000 ans de littérature japonaise. Nous retournons donc au Japon médiéval avec La princesse qui aimait les chenilles. Ici aussi, la qualification de conte peut à nouveau être problématique, en français s'entend. En japonais, on rend parfois ainsi monogatari, mais cela peut désigner des œuvres extrêmement diverses. Mais pour le coup, il s'agit bien d'un extrait du Tsutsumi Chunagon Monogatari, ou Conte du conseiller de second rang de la rive de la rivière. Un recueil dont la forme originelle remonterait à l'ère Heian. Mais dans 1000 ans de littérature japonaise, on parlait plutôt d'un texte de la fin du XIIIe ou du début du XIVe siècle. Une histoire d'achèvement peut-être. Seulement, en fait de compte, nous avons ici un récit absolument dépourvu de merveilleux ou de fantastique. Sans doute joue-t-il sur l'étrangeté, c'en est même tout le propos, mais on serait plutôt tenté d'y voir avant tout une nouvelle au contenu essentiellement satirique. Cela dit, ce qui est peut-être le plus intéressant dans ce texte, c'est justement la difficulté qu'il pose au regard de ses intentions moqueuses. Qui l'auteur anonyme raille-t-il au juste? On peut en effet supposer que la réponse diffère éventuellement selon le contexte historique et culturel du lecteur. Mais peut-être aussi l'adaptation de René Tsekati et Ryoji Nakamura change-t-elle à son tour la donne? C'est assez probable en fait. Peut-être le texte originel, émanant d'un certain conservatisme sarcastique, visait-il au travers de ce personnage de jeune fille refusant, par goût, affectation ou les deux, d'adopter le comportement attendu d'une princesse de son rang pour se consacrer, jusqu'à la dévotion, à ses passions bizarres. Peut-être donc le texte original visait-il à railler les excentricités des personnages prétendant ne pas tenir compte des comportements normés que leur extraction et leur sexe devraient leur imposer. Lu en 2017, et ou dans cette version, le propos peut être perçu tout différemment. N'est-ce pas plutôt l'excentricité de la princesse qu'il faudrait louer, justement? Car la jeune femme n'a pas que des goûts étranges, elle est aussi intelligente, érudite, habile à tourner des réponses cinglantes aussi bien que de délicieux poèmes, et se moque éperdument du qu'en dira-t-on, jusqu'à, horreur glauque, ne pas tenir compte de ce qu'un homme pourrait la voir, et de s'engager avec lui dans un jeu de séduction où la galanterie compassée de l'ère Heian, même au travers des échanges de poèmes de rigueur, a quelque chose de brut de décoffrage, assez savoureux pour le coup. Faut-il se moquer d'elle ou l'admirer? Si un texte au-delà de ses intentions doit aussi être apprécié en fonction de sa réception, alors peut-être peut-on, en refermant cet agréable petit ouvrage, conclure sur une note rebelle et excentrique. La princesse aux goûts inconvenants aurait alors conservé son potentiel de subversion parfaitement intact, au travers des siècles, et par-delà les océans et les continents. Il n'est certes pas dit qu'on ait à s'en féliciter. Le corollaire étant que notre monde est parfois tout aussi porté que l'ancien à railler les comportements soi-disant déplacés au seul motif du sexe ou de l'ascendance. Travaillons. Au travers de ces textes variés, mais tous joliment rendus, La princesse qui aimait les chenilles atteint parfaitement son objectif. Introduire les amateurs de contes ou les amateurs du Japon, a fortiori les amateurs des deux, à un folklore fort de sa singularité comme de sa diversité, et qui pourtant, à quelques adaptations près, peut aussi toucher à l'universel, en véhiculant les plus forts des sentiments, la peur et l'émerveillement. Vraiment un très agréable petit volume.